Merci pour l'invitation. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Et bienvenue encore une fois. Merci. Alors je rappelle rapidement que vous êtes historien, essayiste, géopolitologue et conférencier entre autres. Et on vous reçoit aujourd'hui à l'occasion de la sortie de votre dernier livre, le 10e, qui s'intitule « La guerre des États-Unis contre l'Europe et l'avenir de l'État », publié aux éditions Strategica. Vous débutez ce livre par une première question, les États-Unis, empire ou hégémone? L'occasion pour vous de faire un rappel historique de ce qu'a été l'Empire romain et l'hégémone athénien. En quoi pour vous c'était important de revenir sur cette partie de l'histoire et en particulier le comparatif Rome-Athènes? Parce qu'on commet souvent l'erreur de, et moi le premier, hein, comme tout le monde, de dire que les États-Unis sont un empire. Or, un empire a des caractéristiques bien précises, et pour le comprendre, il faut remonter aux archétypes, aux grands archétypes. Donc je remonte à l'Antiquité, aux deux grands archétypes de domination géopolitique. L'archétype de l'empire, c'est évidemment Rome, l'empire par excellence, et l'autre archétype athénien, qui est quand même moins connu. Athènes est connue pour sa philosophie, sa culture, la mythologie, mais moins connue sous cet aspect géopolitique. Et donc, la comparaison entre les deux me permet de mettre en exergue la différence entre ce qu'est un empire, c'est-à-dire une nation élargie, intégratrice, relativement égalitaire, parce que sans un minimum de principe égalitaire, il n'y a pas d'intégration, donc il n'y a pas d'élargissement et il n'y a pas de pérennité. La grande différence entre l'empire et l'hégémone, c'est que l'empire se construit d'abord sur la terre ferme, de façon durable, donc une intégration lente des populations dominées, et l'hégémone, lui, donc je prends l'exemple de l'hégémone athénien, qui est une puissance maritime, dont l'expansion est relativement rapide, mais l'écroulement est tout aussi rapide parce qu'il n'y a pas d'intégration. C'est ce que j'appelle le ségrégationnisme géopolitique, c'est-à-dire une distinction entre la cité, la nation, cité-État qui domine, et les populations, les cités-États qui sont dominées. Et les États-Unis appartiennent donc à cette deuxième catégorie, pas empire, hégémone maritime, puissance maritime, comme son aïeul, la Grande-Bretagne, qui était aussi un hégémone maritime, donc qui domine par la mer, avec une relation au commerce, à l'économie, qui lui est propre. Et je fais également cette comparaison du rapport à l'économie dans l'Empire romain et dans l'hégémone athénien. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir quelques exemples de la manière dont vous êtes arrivé à déconstruire en fait ce mythe que les États-Unis seraient un empire? Vous arrivez à la conclusion que c'est un hégémone, l'hégémone états-unien, que vous appelez dans votre livre. Comment vous êtes arrivé? Donnez-nous quelques exemples de cette manière-là des États-Unis d'agir sur le monde, en fait. Alors, l'actualité permet de bien comprendre ce que je dis, c'est-à-dire que quand on voit le rapport des États-Unis, pas seulement au reste du monde en général, mais l'Europe en particulier, précisément, l'attitude des États-Unis dans la séquence récente, là c'est plus flagrant avec la guerre contre la Russie, mais c'était déjà le cas avant, c'est-à-dire un modèle économique de prédation. Alors que l'Empire, il se construit, bien sûr, par l'épée, par le feu, par la soumission des populations, avec une certaine brutalité, mais ensuite, il s'installe sur la durée grâce à la paix, l'ordre et le commerce. Donc l'enrichissement des territoires et des populations dominées. C'est comme ça qu'il pérennise son imperium. Dans le cas des États-Unis, on le voit actuellement, il y a une prédation économique
consistant à dépecer ceux qui sont censés être ses alliés, qui sont en fait ses vassaux européens. Or, c'est antinomique du modèle impérial, puisque si vous êtes une puissance dominante et que vous dépecez vos vassaux, vous sciez d'une certaine façon la branche sur laquelle vous êtes assis. Donc vous allez avoir un phénomène de rétractation économique et d'antagonisme exacerbé entre la nation dominante et les nations dominées. Aujourd'hui, ça perdure parce que les nations dominées sont dirigées par des satrapes, c'est-à-dire des agents états-uniens, des agents de Washington et des agents de la banque judéo-protestante américaine. Donc, mais il n'empêche que les États-Unis sont tout de même en guerre contre les nations européennes. Quand on dit nation, on ne parle pas bien sûr des dirigeants traîtres, mais on parle des populations. Donc à un moment donné, ce modèle hégémonique finira par craquer. Alors le fil conducteur de votre ouvrage, c'est les États-Unis, on le dit depuis le début de cette interview, et la manière dont cette puissance a tissé une toile d'araignée sur l'Europe, dont elle tire les ficelles. Vous avez parlé de prédation. Comment procède-t-elle concrètement? Alors, il faut revenir à la construction européenne. Le grand reporter britannique Ambrose Evans Pritchard a publié un article en 2000. Je crois que c'est un journaliste du Télégraphe, je crois, Daily Telegraph, il me semble. Peut-être que je fais erreur, mais il est célèbre. Et il a écrit un article sur la construction européenne basé sur les documents déclassifiés de la CIA. Donc il a mis en évidence que le projet de création d'Union européenne, et y compris le projet de création de l'euro, de la monnaie commune, est un projet états-unien. C'est un projet états-unien qui a pour but de contrôler l'Europe tout en étant absent de cette Europe. Bien sûr, il y a des bases militaires en Europe, notamment il y en a 25 en Allemagne, 25 bases militaires américaines. Mais ça a toujours été la politique des États-Unis depuis l'époque de Wilson, depuis l'époque de la Société des Nations. C'est-à-dire contrôler le monde occidental, l'Europe, tout en étant absent. Dans la Société des Nations, les États-Unis étaient absents, ils n'étaient pas membres, mais les États d'Amérique qui étaient membres de la Société des Nations étaient inféodés aux États-Unis et ils obéissaient à Washington. Donc Washington, les États-Unis, jouaient un rôle prépondérant dans la Société des Nations tout en étant absents. Et ce modèle s'est poursuivi, notamment après la Seconde Guerre mondiale, avec la création des institutions internationales qui sont des relais de puissance, qui permettent en fait aux États-Unis de coloniser le monde, coloniser l'Europe, tout en étant absents. Et donc l'Union européenne, rentre dans ce cadre-là de domination, ce que j'appelle un hégémon offshore, donc un hégémon hors sol, qui domine les vassaux via des institutions internationales, puisque le monde est trop vaste pour une seule puissance. Dans quelle bulle les États-Unis sont présents en Europe sans l'être? Et pensez-vous que les États-Unis procèdent à l'asservissement de l'Europe aussi? Alors, il y a deux dimensions. Il y a une dimension, je l'ai dit, économique, donc de prédation. J'ai cité une secrétaire d'État américaine, Madeleine Albright, qui a explicité cela, qui a dit que nous, les États-Unis, devons maintenir ce système qui fait travailler les nations pour nous, qui nous permet de capter les richesses des nations. Ça, c'est, disons, l'objectif économique prosaïque. Mais il y a autre chose, il y a une dimension religieuse, et c'est un sujet que j'aborde plus en profondeur dans l'introduction du livre. Les États-Unis ont une vision religieuse et messianique d'eux-mêmes et de l'histoire. À partir du moment où ils sont sortis de l'isolationnisme, donc la doctrine Monroe, donc ils en sont sortis à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle,
ils sont passés d'une idée religieuse d'isolation, parce que l'Amérique, selon eux, est à la fois le Nouveau Monde et l'Ancien Monde, pré-adamique, le monde édénique, exempt du péché qui a corrompu l'Ancien Monde, c'est-à-dire l'Europe, et ils voulaient s'en tenir à l'écart. À la fin du 19e siècle, il y a eu un basculement radical. On est passé de l'isolationnisme au pan-interventionnisme messianique. Et c'était tout à fait explicite chez Theodore Roosevelt et ensuite chez Woodrow Wilson, avec cette idée que l'Amérique est une nation messianique avec un rôle religieux, celui d'apporter la rédemption au monde et par le libéralisme. Le libéralisme étant une variante, disons, de la rédemption. Donc apporter le libéralisme, la liberté au monde, l'imposer au monde entier, ce qui nous amènerait à la fin de l'histoire. C'est pour ça que Francis Fukuyama, après l'effondrement de l'Union soviétique, a affirmé que c'était la fin de l'histoire, disons la fin de l'épopée américaine qui commençait au début du XXe siècle et qui se terminait avec l'effondrement de l'Union soviétique, c'est-à-dire l'imposition, l'universalisation du libéralisme américain et qui allait faire de l'Amérique un empire mondial sans aucun concurrent. Donc il y a une double dimension, une dimension économique, prosaïque, cette volonté de puissance, cette hubris, et la dimension religieuse messianique qui est fondamentale. Alors, je vais juste sortir un peu du cadre de votre livre, mais j'ai une question qui m'interpelle. C'est, vous le dites, les États-Unis veulent dominer le monde, mais finalement ce pays est très jeune, à peine 3 siècles. On le sait, cette terre n'appartenait pas aux Américains, elle appartenait aux Indiens, aux Amérindiens. Leurs origines viennent d'Europe. Comment les États-Unis aujourd'hui veulent conquérir le monde, et notamment leur père, P-A-I-R-E-S? Il faut revenir à l'époque des pères pèlerins. Les pères pèlerins, c'était une secte, disons, issue du protestantisme, du calvinisme plus précisément, puritains anglais, qui ont quitté l'Angleterre à partir des années 1620 et se sont installés en Amérique avec l'idée, ça j'explique aussi dans le livre, l'idée que eux, les pères pèlerins, étaient le nouveau peuple hébreu, qui fuyait l'Angleterre, qui fuyait donc l'oppresseur, qui ont traversé l'Atlantique comme les Hébreux ont traversé la mer Rouge, et qui sont arrivés en Amérique, considérés par ces pères pèlerins comme la Nouvelle Jérusalem, à la fois la Nouvelle Jérusalem et le paradis terrestre. Donc il y a dès l'origine de l'Amérique, des États-Unis, cette dimension exceptionnaliste religieuse. Et je cite l'abbé Reynald qui dans les années 1780 a affirmé avait vu que l'Amérique deviendrait, donc l'Amérique fille de l'Europe, fille de l'Angleterre, deviendrait la maîtresse de l'Europe, qu'elle finirait par dominer l'Europe. Et donc, c'est cette bizarrerie de l'histoire qui a amené les États-Unis. Aujourd'hui, d'ailleurs, on parle de grands frères états-uniens, alors que l'Amérique est la fille de l'Angleterre. Donc, il y a eu une sorte de renversement où l'enfant devient le père de son père. Très, très étrange. Donc, et finalement, sur le plan géopolitique, ce que les États-Unis ont voulu faire, j'ai dit dans un premier temps s'isoler de l'Europe, et dans un second temps, comme le disait Carl Schmitt, intégrer l'Europe à leur grand espace. On parlait à l'époque d'hémisphère occidental. Au début, l'hémisphère occidental s'arrêtait à un certain point de l'Atlantique. Et après, au début du XXe siècle, puis après la Première Guerre mondiale, et durant la Seconde Guerre mondiale, cet hémisphère occidental
intégrer également l'Europe. Donc l'Amérique, qui était la fille de l'Angleterre, a fini à l'occasion, à la faveur de la Première et de la Seconde Guerre mondiale, par intégrer l'Europe à son grand espace. Donc c'est finalement comme dans la mythologie grecque où le fils de Cronos, Zeus, finit par tuer Cronos et prendre sa place sur le trône. C'est un schéma classique en réalité.